La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée dans cette affaire. Oui, la responsabilité du ministre de l'Intérieur est clairement engagée. C'est pour ça que nous l'entendrons, je l'espère, dans la commission des lois qui se transforme en commission d'enquête pour l'occasion, en commission d'enquête parlementaire. Oui, parce que ses propos sont au moins contradictoires, si ce n'est mensonger. Quand il dit « je vais saisir l'IGPN sur le sujet », il faut savoir qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que l'IGPN s'était déjà saisi de l'affaire tout de suite après que les images aient circulé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le 2 mai. On parle du 2 mai, et que l'IGPN a classé sans suite, jugeant qu'il n'y avait pas de sujet et pas d'affaire. C'est pas possible que l'IGPN ait regardé cette vidéo et qu'il se soit dit il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'affaire, puisqu'ils ont évidemment pas pu identifier comme étant un policier à la fois Alexandre Benalla, mais aussi son collègue Vincent Crase, qui, je le rappelle, lui, ne travaille plus avec l'Élysée et a eu des sanctions finalement plus lourdes que M. Benalla. Il y a déjà là un 2 poids 2 mesures. Mais encore une fois, je pense que Gérard Collomb a été purement et simplement exécutant, mais au courant de l'affaire. Mais clairement exécutant, et que la décision, tout ça, tourne autour d'Emmanuel Macron et de la présidence de la République. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure dans l'hémicycle que le président de la République puisse être entendu par cette commission d'enquête. Aujourd'hui, on m'y oppose la Constitution en disant que le président n'est pas responsable, dont acte, il n'est pas responsable devant une autorité judiciaire ou devant une autorité administrative, mais l'Assemblée, ce n'est ni l'un ni l'autre. Rien ne l'empêche d'accepter de venir et de répondre à nos questions. Que l'opposition attaque Gérard Collomb, ça crée du désordre, ça ajoute à la pression, donc elle est quelque part dans son rôle. Mais imaginons, ce qui ne sera évidemment pas le cas, que Emmanuel Macron cède à la pression et demain congédie Gérard Collomb pour nommer un autre ministre de l'Intérieur à sa place. Ça ne résout en rien son problème. La question de fond, encore une fois, elle ne se pose pas au ministère de l'Intérieur, elle se pose à l'Élysée. Et elle se pose à l'Élysée le 2 mai. La question fondamentale dont tout le reste déroule, c'est pourquoi, alors qu'il prend connaissance des faits le 2 mai, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron décide que certes c'est en quelque sorte une grosse boulette qu'a commise Alexandre Benalla, mais que ça ne constitue pas un délit, et que par conséquent, ce qu'on continue d'ailleurs de dire à l'Élysée aujourd'hui, la sanction qu'il applique est juste et proportionnée, et parce que ce n'est pas un délit, il n'est pas nécessaire de saisir la justice. Comment peut-il en arriver à cette conclusion? Et est-ce que cette conclusion n'est pas, de la part du directeur de cabinet de l'Élysée, une faute grave? Et au-delà, dans quelle mesure le président de la République est-il ou non informé au fur et à mesure de ses prises de décision? Que savait-il? Quand le savait-il? Oui. C'est ce qu'a déclaré le Bruno Roger-Petit, d'ailleurs, c'est pas une invention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rentrer dans le détail des choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu les vidéos, par exemple? On sait qu'il a vu les vidéos, mais pour reprendre les choses factuellement. Donc, le directeur de cabinet prend connaissance du sujet. Il s'entretient avec Alexandre Benalla, qui lui confirme qu'il est bien l'homme sur ce clip vidéo. Une fois qu'il sait ça, il contacte Emmanuel Macron, qui est à l'époque en voyage officiel en Australie. Le président de la République prend connaissance de ces événements et demande à son directeur de cabinet de sanctionner Alexandre Benalla. À partir de ce moment-là, est-ce que la sanction précise a été approuvée par le président de la République? On sait qu'il a vu la vidéo, mais on ne sait pas très bien quand. L'Élysée ne veut pas nous le dire. Est-ce qu'il a vu la vidéo avant la sanction ou après? Qu'en a-t-il pensé? Est-ce qu'il s'est rendu compte au moment où il voit la vidéo que la sanction peut être insuffisante, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et qui sont très importantes. Et qui sont très importantes. Virginie Huguet. J'ajouterais même que cette sanction légère qui a été présentée hier par Bruno Roger-Petit comme des plus sévères qui aient jamais été prises. Mais en fait, elle est légère, n'a même pas été appliquée dans les faits, puisqu'il était censé se cantonner à des tâches administratives et qu'on l'a vu là dans des événements officiels jusqu'à très récemment. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien sûr celle de l'indulgence de l'Élysée vis-à-vis d'un collaborateur et d'un très proche collaborateur dont le comportement est ouvertement, objectivement inqualifiable et dénonçable. Donc non seulement l'indulgence, mais que cache cette indulgence? Quels sont les réels rapports entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla, qui, je le rappelle, ne fait pas partie du service officiel de sécurité des personnalités comme tous les présidents de la République? Globalement, on est pas face à un président qui s'entoure d'un cercle de fidèles qui viennent du moment de la campagne et qui sont un peu montés avec lui à l'Élysée. Il y a d'autres tâches, pas ces tâches-là. Quand il y a des débordements dans les comportements de ce commando, ces débordements doivent être sanctionnés, ou alors on ne promet pas une République exemplaire. C'est sûr. Cette image-là a aujourd'hui du plomb dans l'aile.
quoi qu'il se passe par la suite. On va écouter à ce propos Parce que les Bernard. faits sont établis de façon irréfutable. Bernard Sananès. Oui, il y a 3 impacts possibles. Évidemment, d'abord, cela anéantit tout espoir de profiter d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé avec la victoire de la Coupe du Monde. Premier point. Deuxième point, ça obère pour plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même pour la rentrée, l'effet d'autres actions de communication gouvernementale ou d'autres annonces. C'est vrai que tant qu'il n'y aura pas la réponse, tant qu'il n'y aura pas la commission d'enquête, tant qu'il n'y aura pas de déclaration d'Emmanuel Macron, les médias, l'opinion va être concentrée sur cette affaire. Et troisièmement, ça peut résonner également sur des critiques que l'on voyait poindre depuis 3-4 mois dans l'opinion, pas seulement sur la politique du président de la République, mais aussi sur son image et sur il gouverne seul. Et c'est vrai que ces propos-là, ce que vous venez d'évoquer, peut évidemment trouver une nouvelle résonance, évidemment, à laquelle l'opposition va évidemment pouvoir s'accrocher. Et c'est pour l'opposition un point très important, parce que c'est aussi une des premières, c'est sans doute la crise la plus forte depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Hugo Bernalicis. Oui, je veux dire à ce moment de la discussion qu'il y a quand même un effet dévastateur au-delà de ça pour le respect de l'ordre en général et de l'ordre républicain. Que se disent les Français aujourd'hui? Moi, j'ai dû faire un aller-retour hier en circonscription. Je suis allé dans une supérette faire une petite course et la caissière m'a parlé de l'affaire, parce que c'est des trucs dont on parle partout dans le pays quand même. Elle vous a dit quoi? Elle m'a dit non mais vous vous rendez compte, ça veut dire que demain là je peux aller dans la rue et puis je vais casser la gueule à quelqu'un et je vais avoir à peu près 15 jours de mise à pied. Non mais je fais non mais madame, faut pas faire ça. Si tout le monde se met à faire ça, c'est plus possible. Et donc c'est bien le consentement à l'ordre. Et c'est Emmanuel Macron qui le disait lui-même sur l'émission Quotidien chez Yann Barthès avec 2 jeunes. Il a fait une petite émission comme ça sur les violences policières et justement le rapport de la police à sa population et qui leur a expliqué qu'effectivement il faut une république exemplaire au sommet pour que tout le monde puisse consentir à l'autorité en dessous, parce que sinon tout le monde se dit mais à quoi bon, de toute façon quand on voit le président il fait ce qu'il veut, les hommes qui sont autour de lui font ce qu'ils veulent, donc moi aussi je vais faire ce que je veux. Donc c'est un vrai coup dur qui est donné pour tous les policiers et tous les gendarmes qui aujourd'hui font leur métier dans un cadre républicain, dans le cadre déontologique. Je dis pas que c'est toujours le cas, il y a eu des violences policières, on les dénonce, vous le savez, mais en tout cas pour tous ceux qui veulent faire leur métier tranquillement, aujourd'hui ils en pâtissent aussi à cause de tout ça. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des conséquences qui soient données à ces actes qui sont intolérables. Je voudrais vous entendre également sur Édouard Philippe, qui était sur le Tour de France aujourd'hui et qui s'est exprimé sur cette affaire Benalla. Les faits qui se sont déroulés le 1er mai en marge de la manifestation violente à laquelle nous avons assisté ont donné lieu, de la part d'un chargé de mission à l'Élysée, d'un comportement inacceptable. Des faits nouveaux apparus hier ont conduit l'Élysée à engager la procédure de licenciement de ce chargé de mission. Il appartiendra donc aux commissions parlementaires, à la justice, à l'IGPN, d'apporter les réponses aux questions que se posent les Français. Ce seront des réponses claires, transparentes, nous y veillerons. L'opposition réclamait que le Premier ministre s'exprime. Il dit bah voilà, c'est fait. Je le fais sur le Tour de France. Ouais. Vous êtes satisfait? Mais non, absolument pas, parce que en plus c'est insultant. On le réclame depuis ce matin et en fait il nous répond depuis le Tour de France par voie de presse. Et vous l'attendiez à l'Assemblée? Mais oui, et surtout qu'on a appris aussi par certains de vos collègues que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé d'aller sur le Tour de France précisément pour ne pas aller à l'Assemblée nationale. Enfin, on est en plein délire quand même. Bon, donc oui, il doit venir devant l'Assemblée nationale et plus ils tarderont à venir, plus la crise continuera et s'amplifiera. C'est clair. Et moi, tout ça est très, je sais pas comment dire, surréaliste. En réalité, il serait venu hier à l'Assemblée, ça aurait calmé le jeu. Il aurait pu raconter n'importe quoi. D'ailleurs, tout le monde s'en fichait, mais ça aurait au moins fait baisser la tension et fait penser à la pression. Et on aurait pu tous se reporter sur la commission d'enquête. Je suis pas sûr qu'il aurait été accueilli avec beaucoup de calme. Non, mais bien sûr, ses propos aient été salués par une sorte de sérénité. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, quand il y a des moments de tension sur n'importe quel piquet de grève, vous avez à un moment donné quelqu'un de la direction qui vient, qui s'exprime, qui calme un peu le jeu. Alors il se fait chahuter, etc. Mais au moins ça fait baisser un peu la tension. Mais pour vous dire qu'est-ce qui vous aurait satisfait? Peu importe, qui disent que la République, ça lui tient à cœur, que l'ordre républicain, ça lui tient à cœur, qu'il veut faire toute la lumière, que tous les ministres défileront, tous ceux qu'on voudra entendre, que tous les services des administrations. Et s'il avait dit ça, vous auriez allé devant les caméras et les micros pour dire c'est de l'enfumage, le gouvernement ne nous répond pas. Oui, mais sans doute, mais on aurait été coincés. Non, mais on aurait été un peu plus coincés. Là, pour nous, excusez-moi, mais on déroule là. Et c'est un problème pour la République. C'est Emmanuel Macron qui a, si vous avez dit, je ne l'ai pas répondu, mais si, il a fait une seule réponse. Il a dit la République est inaltérable. Voilà, c'est ça. Ok, mais pas lui. Pas lui, pas son Premier ministre, pas son gouvernement et qui que ce soit d'autre. Peut-être la République, j'espère qu'elle est inaltérable, j'y crois dur comme fer. Mais à un moment donné, vous voyez, on se concentre sur l'affaire Benalla, mais on parle très peu de M. Kras. Et on parle très peu de M. Mirzeski.
M. Kras qui est également en garde à vue. Exactement. Voilà. Et M. Mierzejewski, lui, qui n'est nulle part, pas en garde à vue ou que ce soit, inquiété de personne, qui est le troisième homme, on va l'appeler comme ça, qui est en civil aussi sur les images. On le voit aux côtés de la jeune femme quand il essaye de la mettre à terre, etc. Et cet homme, on l'a vu où aussi? À nos côtés. Nous, le groupe La France Insoumise, au moment de l'hommage à Mireille Knoll, où la Ligue de défense juive, si vous vous rappelez, a voulu nous agresser. Mais Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, dit l'avoir formellement reconnu. Et oui, mais moi aussi, j'ai regardé les images, je dis, bah oui, mais c'est lui, en fait. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est visiblement, lui, policier, pour le coup, membre de la direction opérationnelle de la circulation, la DOPC, et il était là donc, pour visiblement surveiller M. Benalla. C'est un peu raté. S'il y a quelqu'un qui devait actionner l'article 40 du Code de procédure pénale, c'était sans doute plutôt lui. Et on le retrouve aux côtés de la France Insoumise lors de cet hommage. Il semble avoir des liens étroits du coup avec l'Élysée et la présidence de la République. C'est de coutume en République d'envoyer des gens de la présidence aux côtés des groupes d'opposition parlementaire dans des situations de crise. Enfin, où est-ce qu'on vit? Voilà, où est-ce qu'on vit dans n'importe quel autre pays? Le gouvernement serait tombé depuis longtemps. Le temps imparti s'est écoulé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de